Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire sur les appels à projets 2025 de l'initiative. Je m'appelle Agnès Guima, je suis assistante des appels à projets. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons quelques recommandations à vous faire. La première est d'utiliser le bouton Q&A pour poser toutes vos questions. Nous tenterons de répondre à toutes vos questions tout au long du webinaire. Et si certaines questions n'auront pas été traitées, nous les traiterons ultérieurement. Ensuite, pour ceux et celles qui souhaitent suivre le webinaire en anglais, il vous faut cliquer sur le bouton Interprétariat qui ressemble à un globe dans les commandes de la réunion. Vous sélectionnerez alors l'anglais et vous pourrez entendre l'audio original en français et l'audio traduit en anglais. Si vous souhaitez n'entendre que l'audio traduit en anglais, il vous faut muter l'audio original. Voilà pour nos recommandations. Alors, comme vous le savez, puisque vous êtes inscrit à ce webinaire, nous avons deux sessions d'information, donc celle de ce jour et celle du 7 janvier. 7 janvier 2025 qui est prévue plutôt pour ceux et celles qui n'auraient pas pu participer à cette réunion, à ce webinaire, sachant en tout cas que le webinaire donc, est enregistré dans les deux langues et sera disponible sur le site de l'initiative. Vous pourrez donc le revisionner ultérieurement. Ok. Alors, un petit point sur le programme de ce webinaire qui va durer 1h30. Donc, il y aura beaucoup d'informations qui vous seront données. Pour certaines de ces informations, nous passerons un peu rapidement, mais les informations clés vous seront données sur ce webinaire. Nous commencerons par une présentation de 30 minutes sur les appels à projets de l'initiative et leurs particularités. Yasmina Lagmad, coordinatrice des appels à projets, reviendra plus sur les critères et toutes les règles de nos appels à projets. Donc, certains d'entre vous ont déjà participé au webinaire l'année dernière ou ont déjà soumis des projets à l'initiative, mais il nous semblait quand même important de revenir sur des critères et les règles clés pour que vous puissiez mieux comprendre nos appels à projets. C'est également la raison pour laquelle nous allons vous donner quelques conseils, toujours pour vous aider à mieux comprendre nos règles et pour que la soumission se passe dans les meilleures dispositions pour vous. Ensuite, Patrick Facero vous présentera la plateforme de soumission en ligne qui s'appelle POPS. C'est sur cette plateforme que vous devez soumettre votre dossier. Et dans un dernier temps, nous aurons un petit temps d'échange où nous répondrons et nous reviendrons sur les questions que vous aurez posées sur le Q&A. Les questions, comme je vous ai dit, qui ne seront pas traitées aujourd'hui, seront traitées ultérieurement. Et vous aurez dans tous les cas toujours la possibilité de poser vos questions sur la plateforme PAP et nous vous répondrons directement dessus. Peut-être précision, Agnès, les questions-réponses qui ne seront pas traitées aujourd'hui, vous pourrez voir les réponses sur le site de l'initiative. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Vas-y, Agnès. Très bien. Alors, rentrons un peu plus sur le vif du sujet, sur nos appels à projets 2025. Alors, il y a une petite, ne vous fiez pas à cette petite faute de frappe, donc c'est bien les appels à projets 2025 puisque ils seront évalués sur l'année 2025 et sélectionnés sur l'année 2025. Donc, comme chaque année, l'initiative lance des appels à projets de manière simultanée et c'est le 20 novembre 2024 que nous avons lancé nos 3 appels à projets. Donc, le premier qui s'appelle RSS, qui porte sur le renforcement des systèmes pour la santé à tous les échelons, avec un focus cette année également sur les ressources humaines en santé qui sont au cœur du RSS. Le deuxième appel à projet PV, donc s'appelle PV, et porte sur le renforcement du rôle des populations clés et vulnérables vis-à-vis du VIH, de la tuberculose et ou du paludisme pour l'amélioration de leur santé et leur bien-être. Et enfin, le troisième appel à projet recherche opérationnelle, RO, porte à cette année une thématique, celle de la résistance. Donc, vous avez pu le voir sur notre newsletter, mais également sur le site de l'initiative. La soumission se fait sur la plateforme en ligne d'Expertise France qui s'appelle POPS. Donc, tant sur la newsletter que sur le site de l'initiative, vous allez avoir un lien qui vous mènera directement sur la plateforme POPS. C'est sur cette plateforme que vous pourrez donc télécharger le dossier de consultation, le règlement, tous les documents que nous mettons à votre disposition pour cet appel. Vous pourrez soumettre votre dossier en ligne en cliquant sur le bouton Répondre. Et vous pouvez également poser vos questions jusqu'au 14 janvier à midi sur POPS. Toutes les questions et toutes les réponses posées sur POPS sont publiques, donc tout le monde peut les consulter. Maintenant, parlons un peu du cycle des appels à projets. Donc, il y a un cycle assez long de plusieurs étapes et qui dure environ 1 an, qui se décompose en 2 phases. Une première phase de soumission et de sélection des lettres d'intention, puis une deuxième phase de rédaction et de sélection des projets complets.
Donc actuellement, nous sommes tout au début du cycle, puisque les appels à projets ont été publiés en novembre. Et là, vous êtes normalement en train soit de consulter les dossiers de consultation, de rédiger votre proposition ou de soumettre votre projet. En tout cas, nous attendons tous les projets soumis, toutes les lettres d'intention finale, le 20 janvier 2025. À partir de cette date, nous allons procéder à une admissibilité, c'est-à-dire que nous allons vérifier que vos lettres d'intention répondent bien à à nos critères d'éligibilité. Donc, nous reviendrons sur ce point très important dans les prochaines slides. Après avoir fait l'admissibilité de vos dossiers, nous allons présélectionner. Donc, les lettres d'intention qui ont été déclarées admissibles vont être évaluées et cette évaluation se terminera mi-avril avec le comité de présélection qui sélectionnera les lettres d'intention et projets donc qui sont invités à soumettre un projet complet. Donc, à partir de mi-avril, donc, vous pourrez commencer à préparer vos dossiers complets et vous devrez déposer votre proposition complète fin juin 2025. Et de là, nous referons également une admissibilité et une évaluation de tous les projets complets. Fin septembre aura lieu un comité de sélection qui sélectionnera donc tous les projets complets qui auront été retenus. Après cette sélection opérée par notre comité de sélection, nous vous enverrons des notifications pour savoir si vous acceptez donc les conditions et recommandations qui vous auront été posées lors de ce comité. Et suite à cela, nous publierons la liste officielle de tous les projets sélectionnés retenus fin octobre. C'est à partir de cette date que vous pourrez alors démarrer le projet avec la signature du contrat et les procédures administratives qui prendront la suite. Donc voici pour ce cycle des appels à projets qui est assez long, qui dure 1 an, qui se fait en plusieurs étapes, mais il y a vraiment des étapes clés, donc celles que l'on vous a mises en gras qu'il faut retenir et qui vous permettront d'être sur les bons délais. Je laisse maintenant la parole à Yasmina qui va revenir plus en détail sur les critères. Merci Merci. Agnès. Merci Agnès. Effectivement, Agnès avait bien insisté sur les différentes périodes à chaque fois de vérification de l'éligibilité. En général, dans les questions que vous nous soumettez souvent sur POPS et qui vous intéressent le plus, bien sûr, c'est de savoir si votre organisation est éligible pour soumettre un projet. Alors, sachez que, en tout cas, nos critères d'éligibilité portent en général uniquement sur le porteur principal, parce que du coup, c'est le porteur principal qui est responsable contractuellement vis-à-vis d'Expertise France. Donc, tous ces critères que je vais vous donner ici, à nouveau, ils ne portent que sur le porteur principal, celui qui peut-être est à la tête d'un consortium. Si vous si vous soumettez un projet avec des partenaires et des parties prenantes. Donc, je devrais peut-être formuler cela comme ça. Pour être éligible, le porteur principal qui soumet le projet doit avoir une existence légale depuis au moins 3 ans. Et alors là, en général, toute la subtilité est sur l'existence légale dans un des 38 pays éligibles de l'initiative. Plusieurs d'entre vous nous posaient des questions, notamment sur j'ai mon conseil d'administration, mon siège enregistré. Je vous donne un exemple. En Allemagne, donc ce n'est pas un des 38 pays éligibles, mais j'ai une autorisation d'exercer au Cameroun, par exemple, qui est un des 38 pays éligibles. Mais là, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas. Parce que l'autorisation d'exercer, ce n'est pas ce n'est pas une existence légale au sens où vous avez votre conseil d'administration, vous avez vraiment votre siège enregistré dans le pays. Une autorisation d'exercer n'est pas la même chose. Donc vraiment, c'est important de vérifier, notamment peut-être si vous faites un regroupement de plusieurs partenaires, de vérifier lequel parmi d'entre vous donc a vraiment un enregistrement dans un des 38 pays éligibles, plus la France, pour pouvoir porter le projet au nom de tout le monde. Et donc, bien entendu, doit être enregistré depuis au moins 3 ans à la date de la publication de l'appel à projet. Donc là, en l'occurrence, on a publié le 20 novembre 2024. Donc, vous devez calculer 3 ans d'existence légale à partir du 20 novembre 2024.
Ensuite, les partenaires. Les partenaires doivent aussi avoir une existence légale dans un des 38 pays éligibles, mais si par exemple un des partenaires est enregistré dans un autre pays qui n'est pas éligible, ça, c'est possible, mais la subtilité ici, c'est simplement que la délégation budgétaire qui sera reçue par ce partenaire ou ces partenaires, s'il y en a plusieurs dans ce cas-là, ne devra pas dépasser 15% du montant de la subvention demandée à l'initiative. Donc à nouveau, dans votre budget, dans le budget que vous allez soumettre à l'initiative, si par exemple le porteur principal il est enregistré, je reste sur mon exemple du Cameroun tout à l'heure. Donc, le porteur principal, il est enregistré depuis au moins 3 ans au Cameroun. Lui, il est éligible au titre du premier critère. Ces partenaires sont, par exemple, enregistrés aux États-Unis et en Australie. Eh bien, c'est possible d'avoir des partenaires américains et australiens. En revanche, la délégation budgétaire qui sera reçue par ces deux partenaires, et là j'insiste vraiment, c'est pas 15% aux partenaires américains et 15% aux partenaires australiens, c'est 15% dans l'ensemble des partenaires qui sont dans cette situation hors pays éligible, ça ne devra pas dépasser 15%. Et ça, en général, c'est vraiment... parfois, les projets nous soumettent un budget avec 15,5%. 16% de délégation budgétaire. Bien là, malheureusement, pour 1%, votre projet peut devenir inéligible. Donc, faites bien attention au moment où vous calculez la délégation budgétaire entre partenaires et porteur principal, à ne pas dépasser ces 15% si vous avez des partenaires qui se situent hors pays éligible. Après, bien entendu, vous devez aussi faire attention à la durée de mise en œuvre. Alors, la subtilité des projets de l'initiative, c'est que vous ne pouvez pas soumettre un projet inférieur à 36 mois de mise en œuvre et pas plus de 48 mois. Donc, c'est forcément 36, entre 36 et 48 mois au maximum. Et là, ce n'est pas pareil avec, par exemple, le montant de la subvention, parce que le montant de la subvention, autant le minimum est de 650 000 euros, donc là, vous ne pouvez pas non plus soumettre un projet inférieur à 650 000. Mais par contre, si par exemple le montant total de l'action que vous souhaitez mettre en œuvre est supérieur à 3,5 millions, là, vous pouvez quand même soumettre cette demande de subvention, mais la demande qui sera soumise enfin, le montant que vous demanderez à Expertise France, lui, par contre, il ne pourra pas dépasser 3,5 millions. Mais sur la durée de la mise en œuvre, ça peut pas être supérieur à 48 mois, ni inférieur. Donc là, par contre, il faut vraiment que vous calculiez bien dans vos activités et les objectifs que vous nous soumettez. Il faut que ça rentre entre 36 et 48 mois au maximum, avec donc un budget minimum de 650 000 euros et 3,5 millions maximum demandés à Expertise France. Donc ce n'est pas le coût total du projet. Et bien entendu, le projet doit être mis en œuvre dans un des 38 pays éligibles. Donc, par exemple, si je vous donne l'exemple d'un projet idéal, parfaitement éligible au terme de ces critères d'éligibilité, eh bien, ça serait donc présenté par un porteur principal qui existe depuis 7 ans, qui a eu donc une existence légale dans un des 38 pays éligibles, ou en France. Ces partenaires, soit ils sont enregistrés légalement dans un des 38 pays éligibles ou en France, par exemple, si le porteur n'était pas français, et donc ces partenaires aussi sont enregistrés, mais dans ce consortium, il y a un partenaire qui est américain, pas de problème. Par contre, la délégation budgétaire ne devra pas dépasser 15% pour lui. La durée du projet est de 42 mois et le montant de la subvention est de 2,1 millions. Et bien entendu, il est mis en œuvre dans l'un des 38 pays. Ça, c'est un projet éligible au regard des critères d'éligibilité de l'initiative. Alors, sur les limitations, donc là, on est dans un cadre, on va rester sur l'exemple éligible, donc que je viens de vous donner. Alors, il était tout à fait éligible, mais le problème, c'est que le porteur principal a soumis 3 projets sur les appels à projets. Eh bien, là, malheureusement, en fait, vous ne pouvez pas soumettre plus de 2 propositions dans un même appel à projet et pas plus de 3 sur l'ensemble des appels à projets. Donc, par exemple, vous avez soumis
deux lettres d'intention en tant que porteur principal, hein, j'entends, pas les partenaires. En tant que porteur principal, vous avez soumis deux projets sur l'appel RSS et un projet sur l'appel PV. Là, c'est éligible. Si vous avez soumis deux projets RSS, un projet PV, un projet Héros, vous ne serez pas éligible et possiblement nous vous contacterons pour vous demander si, enfin, lesquelles parmi ces propositions vous souhaitez continuer à porter parce que il y a une limitation, donc pas plus de deux par appel à projet et pas plus de trois sur l'ensemble des appels à projet de l'initiative. À savoir également, vous êtes peut-être au fait de cette nouveauté. Cette année, nous avons lancé deux nouveaux appels à projets qui sont, enfin, qui visent des suites de projets. Donc là, on vous invite peut-être à vous renseigner sur le site internet de l'initiative. Donc en l'occurrence, c'est pas plus de trois projets sur l'ensemble des appels à projets. Donc c'est-à-dire pas plus de trois projets sur les 5 appels à projets que nous avons lancés cette année. Je vous le disais, il n'y a aucune restriction par contre pour les partenaires ou les parties prenantes. Donc, un même partenaire peut être partenaire sur plus de 5, enfin 2, 3, 5 projets. Et pareil pour les parties prenantes. Sur les projets qui sont dits multi-pays, vous ne pouvez pas mettre en œuvre un projet dans plus de 3 pays, donc parmi ces 38 pays éligibles, sauf si le projet s'appuie sur un réseau régional qui existait avant la soumission du projet. Donc, c'est pas un réseau qui va se constituer uniquement, par exemple, pour la mise en œuvre du projet. Il faut que ça s'appuie sur un réseau qui existe déjà avec des liens qui sont, enfin, des liens entre les partenaires et avec le porteur qui peuvent être prouvés. Et là, en l'occurrence, vous pouvez aller jusqu'à 5 pays. Si le porteur principal, donc je restais sur mon exemple tout à l'heure, par exemple, un porteur enregistré au Cameroun, s'il est enregistré légalement au Cameroun, eh bien, il peut choisir de soumettre son projet seul, sans partenaire, et donc, en l'occurrence, sans délégation budgétaire. Sachez simplement que dans les critères d'évaluation, le comité d'évaluation va évaluer la pertinence de soumettre un projet seul, sans partenaire, notamment au regard des objectifs qui sont fixés, pour savoir si le fait d'être seul, sans partie prenante, sans partenaire, permettra tout de même d'atteindre les objectifs tels qu'ils sont présentés. Si vous soumettez un projet multi-pays, par exemple, là, donc j'avais dit soit 3 pays, soit 5 si vous vous appuyez sur un réseau régional qui existait avant. Si vous soumettez un projet multi-pays, il faut bien veiller à ce que vous ayez un partenaire qui est enregistré dans chacun des pays de mise en œuvre. Donc, si je reste sur mon exemple avec un porteur principal enregistré au Cameroun, donc avec une action qui sera mise en œuvre au Cameroun, au Burundi et en République centrafricaine, vous allez devoir avoir un partenaire enregistré au Burundi et un partenaire enregistré en RCA. Alors, sur la capacité de gestion, peut-être certains d'entre vous qui ont déjà publié, enfin qui ont déjà soumis des candidatures aux appels à projets de l'initiative, se sont retrouvés peut-être euh, inéligibles en raison de cette capacité de gestion. Comment est-ce que nous, on calcule si votre organisation, donc à nouveau l'organisation du porteur principal, on ne calcule pas, on ne regarde pas les informations du partenaire, on calcule en fait sur la base de votre rapport financier 2023 enfin complet et officiel que vous devez nous donner à titre des annexes, enfin des pièces justificatives de votre dossier. Et en fait, on regarde si le coût du projet, admettons, vous nous avez donné enfin vous nous demandez une subvention de 2 millions par exemple pour un projet pour 3 ans. Nous, en fait, on va diviser ces 2 millions sur les 3 ans pour arriver à un coût moyen annuel du projet, donc par année. Et c'est ce coût moyen annuel qui sera calculé par rapport à vos dépenses. Et si vos dépenses, donc les charges annuelles, si cette subvention ne dépasse pas 70% de vos charges annuelles, vous êtes éligible. Mais si, par exemple, votre rapport financier 2023 nous dit que vos charges annuelles, je sais pas, sont de 100 000 francs CFA,
on va donc les convertir en euros pour savoir. Et en fait, si ça ne représente, enfin, la subvention excède donc ces 70% des 100 000 euros, 100 000 CFA, francs CFA, bah, vous ne serez pas éligible. Donc, il faut vraiment bien faire attention, en fait, aussi au montant que vous demandez. Faut faire attention à nouveau dans le choix du porteur principal. Faut regarder votre rapport financier 2023. Vous pouvez faire vous-même le calcul avant de nous soumettre la subvention pour calculer que ce coût moyen annuel du projet n'excède pas 70% du total de vos charges. Une nouveauté cette année, les frais administratifs étaient avant calculés à 7%. Cette année, ils sont passés à 10%. Mais par contre, il faut bien que vous fassiez attention dans votre budget, le budget que vous allez nous présenter dans la lettre d'intention. Les frais administratifs ne devront pas dépasser 10% du budget de l'action. Ensuite, contractuellement parlant, c'est le porteur principal qui est le récipiendaire unique. Donc c'est lui l'unique qui signe le contrat avec Expertise France. Ça signifie aussi que c'est lui qui va recevoir les fonds au titre du projet et qui sera responsable ensuite de reverser la délégation budgétaire à chacun des partenaires. Donc possiblement, il faut que dans le choix, quand vous montez un consortium, à nouveau pour savoir qui sera le porteur principal, il faut que ce porteur principal ait la capacité de reverser, de faire ces virements, ces transactions à l'ensemble de ses partenaires et donc sans retard ou difficulté particulière. Et donc, à nouveau, si dans les documents que vous nous soumettez, on constate qu'il y a une capacité de gestion insuffisante, eh bien, le projet sera jugé non admissible. Même si, au titre des critères que je vous avais donnés tout à l'heure, vous étiez éligible parce que vous étiez enregistré depuis plus de 3 ans, que vous étiez dans l'un des 38 pays éligibles, etc. Donc, il faut bien faire attention à l'ensemble des critères. Ensuite, sur le cofinancement, vous vous êtes peut-être interrogé là-dessus parce que vous savez, les porteurs en fait qui ont des charges annuelles, donc à nouveau, on revient sur le rapport financier 2023, ces porteurs qui ont des charges annuelles supérieures à 5 millions d'euros doivent obligatoirement donner un cofinancement. Pourquoi est-ce que on insiste bien sur cette question du cofinancement et des charges annuelles? Parce que par exemple, très souvent, notamment quand le porteur principal est une université publique, lorsque le porteur est un ministère. Eh bien, dans la mesure où il est impossible en fait de diviser les charges, par exemple par unité, l'unité ou le département qui va porter le projet, vous êtes obligé de donner les preuves financières de l'ensemble de l'université ou du ministère. Eh bien, donc très souvent, vous allez devoir donner un cofinancement. Alors, pour tous les autres qui ne sont pas dans cette situation de charge annuelle supérieure à 5 millions d'euros, pour vous, ce n'est pas obligatoire. Là, je m'adresse uniquement aux porteurs qui ont des charges supérieures à 5 millions d'euros. Et donc, quand vous êtes dans cette situation où vous devez donner un cofinancement, il faut que vous apportiez un cofinancement d'au minimum 10% du montant total de l'action. Donc, vous ne pouvez pas demander 100% du coût total de l'action à l'initiative. Donc, vous devrez demander au maximum 90% de la subvention à l'initiative et financer les 10% restants. Vous trouverez dans le règlement plusieurs explications de qu'est-ce qu'on entend par cofinancement, comment vous pouvez valoriser un financement à la fois donc en anglais in cash ou in kind. Vous pouvez regarder tous les exemples qu'on donne dans le règlement, puisque en fait il y a plusieurs moyens hein, de constituer un cofinancement et que c'est pas forcément en cash. Pour les porteurs donc qui sont dans ce cas-là, comme je vous disais, c'est en espèces ou en nature, mais pour tous les autres qui ne sont pas soumis à cette obligation, mais si vous désirez par exemple cofinancer le projet parce que vous êtes dans un cycle où vous êtes avec des partenaires où le cofinancement peut avoir une vraie plus-value par exemple pour la pérennité du projet, sachez que tout de même, c'est pris en compte de manière positive dans l'évaluation du projet. Et si
au moment de la soumission de la lettre d'intention, euh, en fait, on vous pose la question au bas de la première page. On vous demande si le cofinancement est acquis, c'est-à-dire est-ce que vous êtes certain de bénéficier de ce cofinancement. Là, vous pouvez cocher oui, bien sûr, si c'est le cas. Mais si c'est pas acquis en phase 1, vous pouvez attendre la phase 2, mais en phase 2, par contre, il faudra prouver, si votre projet est sélectionné, il faudra prouver que vous avez obtenu le cofinancement. Hum, Une des choses aussi qui fait que beaucoup de dossiers parfois sont inéligibles alors que tout le reste était d'accord, était bien, c'est la complétude du dossier. Il y a beaucoup de dossiers que vous devez soumettre sur POPS quand vous allez soumettre votre dossier. L'avantage de la plateforme, alors c'est un avantage et ça peut être aussi peut-être vu comme une contrainte, mais au moins la plateforme en fait vous empêche de soumettre votre dossier s'il n'est pas complet. Nous, dans le paramétrage de cet appel, on a mis toutes ces pièces-là, donc les neuf, enfin plutôt huit, parce que la neuvième, comme je dis, si les lettres d'engagement pour vos partenaires ne sont pas disponibles encore en phase 1, parce que ça arrive, le consortium, il y a une idée de consortium en phase 1, mais on n'a pas encore peut-être matérialisé votre accord peut-être par un calcul final sur les délégations budgétaires. Vous avez peut-être pas encore les lettres d'engagement, c'est pas grave en phase 1, mais ça sera obligatoire en phase 2. En revanche, tous les autres là, donc de 1 à 8, qui sont en rouge, ceux-là, ils sont obligatoires. S'il vous en manque un, votre dossier peut être considéré comme inéligible. Donc, bien entendu, c'est la lettre d'intention. C'est celle-là, c'est dans ce document c'est l'annexe 1. C'est dans ce document que vous nous présentez votre projet, votre budget aussi. Ensuite, il y a le formulaire administratif. C'est dans ce formulaire administratif que vous allez nous donner toutes les informations sur votre organisation, le porteur principal, mais sur les partenaires également. Ensuite, il est obligatoire de nous fournir les statuts du porteur principal, la preuve d'enregistrement du porteur principal. Beaucoup d'entre vous ont déjà commencé à nous poser des questions sur POPS, notamment pour les organisations publiques, par exemple un ministère. Bien sûr, il n'y a pas de statut, il n'y a peut-être pas de preuve d'enregistrement comme les autres. En revanche, vous pouvez nous fournir tout document qui prouve la création de cette organisation et qui nous donne aussi son mode de fonctionnement et son objectif. Hein. Quel est l'objectif que la loi lui a fixé? Et donc, en l'occurrence, très souvent, c'est soit des décrets, soit des lois. Vous nous donnez la copie et en fait, ça peut faire office donc de statut et de preuve d'enregistrement. Mais même des organisations publiques ont des preuves, ont des justificatifs malgré tout à apporter en lieu et place de statut ou preuve d'enregistrement. Ensuite, le 5, c'est la preuve de satisfaction aux obligations sociales et fiscales dans le pays d'enregistrement. Certains d'entre vous nous ont dit que ça pouvait être difficile d'obtenir cette preuve dans leur pays. En fait, à ce stade, donnez-nous ce que vous avez. En fait, vraiment, on met vraiment en avant le fait que on préfère avoir un document qui est, enfin, du moins avoir un porteur qui a fait l'effort de nous soumettre quelque chose plutôt que un porteur qui va laisser vide ce document et du coup arriver, enfin ne pas pouvoir soumettre parce qu'il n'a pas l'ensemble des documents. Mais en l'occurrence, la preuve de satisfaction aux obligations sociales et fiscales, elles peuvent être obtenues par différents moyens auprès de différentes organisations. Donc, ça reste quand même pour nous quelque chose d'obligatoire. À nouveau, certains d'entre vous, notamment les ministères, nous ont dit que il n'était pas possible, bien entendu, que le ministère lui-même prouve qu'il a une obligation, enfin qu'il a respecté ses obligations sociales et fiscales. Ben là, en l'occurrence, vous pouvez aussi nous soumettre un autre document, peut-être le même, celui qui prouvait que vous êtes bien une entité légale, une entité publique, et que c'est par votre statut qui fait que, ben, bien entendu, vous ne pouvez pas être payeur et prouver que vous avez payé. Le rapport financier 2023, on vous l'a dit, il est extrêmement important et il faut qu'il soit, s'il vous plaît, le plus, enfin, du moins, peut-être même donnez-nous des indications sur où aller trouver l'information sur vos charges annuelles, sur vos dépenses. Hein, c'est vraiment juste les dépenses qu'il nous faut. Donnez-nous des indications pour peut-être faciliter aussi ce contrôle, cette évaluation de votre éligibilité. Euh, dans
dans le formulaire administratif, vous allez voir qu'à un moment donné, on vous demande vous-même de nous donner l'information du montant de vos charges annuelles. Bah, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que on part de cette somme que vous nous avez indiquée et on va la retrouver, on va aller la chercher dans le rapport financier 2023. Donc, indiquez-nous peut-être comment est-ce que vous arrivez à ce calcul, où est-ce qu'il faut qu'on aille trouver cette preuve pour faciliter les choses et ce qui nous permettrait aussi peut-être d'éviter à devoir vous contacter pour vous demander où est-ce qu'on peut trouver la preuve de cette information-là. Parce que si, en fait, pour X raisons, on ne trouve pas l'information, on ne peut pas se satisfaire, nous, du déclaratif. Donc, il faut vraiment qu'on le voit dans votre rapport financier. Là, je sais que quand on essaye de vous contacter, euh, faites bien attention à nous donner une adresse, un contact d'une personne qui est informée, du moins, que il est possible que vous ayez des contacts avec nous. Donc, soyez réactifs, répondez-nous le plus vite possible, parce que, bien entendu, ben, en fait, si on n'a pas l'information, pour nous, vous pouvez être inéligible. Et enfin, le dernier rapport d'activité annuel. Alors là, on insiste, c'est pas le rapport d'activité d'un projet, par exemple. Si le porteur principal a mis en œuvre un projet financé par un autre bailleur, on ne demande pas le rapport d'activité annuel de ce projet-là. On demande le rapport d'activité global de l'organisation. Pareil pour le rapport d'audit. Ce n'est pas un audit d'un projet, c'est l'audit potentiellement de toute l'organisation. Peut-être une, euh, un commentaire sur le rapport d'audit. Si vous n'avez pas été audité en tant qu'organisation, enfin du moins l'ensemble de votre organisation, c'est peut-être, comme je viens de vous le dire sur les obligations sociales et fiscales, on préfère avoir un porteur qui a fait l'effort de nous transmettre quelque chose plutôt que de ne rien soumettre parce qu'il lui manque peut-être ce document ou parce que pour lui, ça ne constitue pas un rapport d'audit. Donnez-nous quand même quelque chose et nous pourrons évaluer et savoir si pour nous c'est complet ou pas. Il vaut mieux ça plutôt que de vous censurer et de ne pas postuler, par exemple, parce que vous estimez que il vous manque tel ou tel document. Peut-être juste avant de passer à la présentation de POPS et pour rentrer vraiment dans le côté opérationnel, si on peut se permettre de vous donner peut-être quelques conseils, parce que c'est vraiment des choses qui, du coup, arrivent chaque année et en fait, on se rend bien compte que c'est des choses sur lesquelles peut-être les porteurs pêchent souvent. Alors ça paraît bête, mais effectivement, peut-être lisez tout le règlement. Il y a énormément d'informations dans ce règlement, mais il y a surtout beaucoup de conseils. Notamment, je vous parlais tout à l'heure du cofinancement, savoir comment est-ce que vous pouvez donc valoriser certaines choses. Lisez bien la liste des pays éligibles, lisez bien les critères d'admissibilité pour vous les appliquer. Peut-être pour ça aussi, utiliser la checklist. On vous a fourni une checklist pour que vous puissiez vérifier que votre dossier est complet avant la soumission. Même si la plateforme POPS va vous aider, enfin au sens où vous pourrez pas postuler si vous n'avez pas l'ensemble des documents. Sur la question donc des charges annuelles, vérifiez bien que votre budget annuel, vos charges ne dépassent pas 70% du budget annuel moyen du projet. Vérifiez que le sujet que vous soumettez répond bien à l'appel à projet. Donc par exemple, sur l'appel à projet Héros, ben, cette année, c'est uniquement sur les résistances, donc vérifiez bien que ça répond bien à ça. Sur RSS ou sur PV, lisez bien donc dans les objectifs, est-ce que ça rentre aussi dedans? En fait, on vous dit tout ça parce que vraiment le processus est ultra compétitif. Il y a énormément de candidatures chaque année et en fait la qualité, le fait qu'un porteur a vraiment a soumis son offre avec soin, c'est vraiment un critère déterminant. Et donc, même si par exemple l'année dernière ou les années d'avant vous aviez soumis votre projet et qu'il a été rejeté, vous pouvez peut-être vous appuyer sur la notification, c'est la lettre qu'on vous avait donnée pour vous donner, enfin pour vous dire que le projet avait été rejeté. S'il y a dedans des conseils où on vous avait expliqué pourquoi est-ce qu'il avait été rejeté, évitez peut-être de reproduire les mêmes raisons de rejet. Peut-être si c'est sur l'éligibilité, si c'est une question à nouveau les 70% de charges annuelles,
veillez bien dans cette nouvelle soumission, donc à bien faire attention à tous ces motifs de rejet. Voilà. Je vais passer la parole à Patrick, qui est là. Je suis là. Est-ce qu'on m'entend Bonjour bien? Patrick. Oui, on t'entend Bonjour. très bien. Alors je vais arrêter Parfait. mon partage et je vais Oui, t'autoriser à partager donc ton écran pour que tu nous présentes donc POPS et comment on peut soumettre en ligne. super. À toi Patrick. Donc on voit bien là mon écran? On voit très bien. Parfait. Toc. Et pardon, pendant que tu t'installes, Patrick, Ouais, pour les gens dans la salle, sachez qu'on a reçu 27 questions là déjà dans le Q&R. Et donc, en fait, pendant que Patrick fait sa présentation, on va commencer un petit peu à taper les réponses directement dans le Q&R. D'accord? très À bien. toi, Donc Patrick. je suis sur la page donc d'Expertise France consacrée aux appels à projets 2025 sur donc un sujet spécifique qui est le renforcement des systèmes de santé. Et à partir de cette page, on va pouvoir en fait prendre connaissance donc de l'appel à projet. On voit que le statut est en cours, on voit la date de clôture et la date d'ouverture. On a les informations ici relatives donc à l'appel à projet et ici il y a un bouton répondre. Donc ce bouton répondre va vous amener vers la plateforme donc qui a été présentée, enfin qui a été annoncée, la plateforme POPS de portail de publication des subventions. Donc je clique dessus et j'arrive sur cette plateforme POPS avec donc un écran qui est la fiche de la consultation et plusieurs informations qui apparaissent à l'écran. Donc à gauche, vous avez le logo Expertise France qui est en fait enfin, le moyen de revenir à l'écran d'accueil, à la page d'accueil. Ici, vous avez en haut de l'écran la date et l'heure de Paris. Donc c'est l'heure de Paris, il faut faire attention. Donc tout le créneau en fait qui est pris en compte dans la plateforme est bien le créneau de Paris. Donc il faut s'adapter pour les porteurs de projets qui sont dans d'autres pays, sur d'autres créneaux horaires, fuseaux horaires, pardon. Et vous avez à droite de l'écran un drapeau. Donc ce drapeau, c'est une possibilité d'avoir la plateforme dans la langue anglaise, puisque par défaut la langue est le français, et vous avez la possibilité de passer en anglais en cliquant sur le drapeau. Donc en cliquant sur le drapeau, les différents menus apparaissent en anglais. Il y a certaines informations qui vont rester quand même en français parce que ce sont des termes qui ne sont pas forcément traductibles ou qui ont été pas encore, on va dire, traduits comme le fait que c'est un appel à projet restreint. Voilà, ça, ça n'a pas été traduit. Donc là, pour la présentation, je vais rester quand même en français. Sur cette page, donc vous avez le nom de la consultation, la fiche de la consultation donc est relative à donc on voit le renforcement des systèmes de santé et vous avez dans cet encadré aussi le même intitulé mais en anglais. Vous avez la date limite de remise qui était aussi affichée sur la page précédente et vous avez donc la référence qui est importante puisque c'est cette référence qui va bien identifier que vous êtes sur la bonne consultation et les lieux d'exécution. Donc là, c'est une liste qui apparaît au survol de la souris. Et donc, cette liste va indiquer les lieux d'exécution. Donc, ils sont tous affichés dans la petite infobulle qui s'ouvre, qui est assez grande quand même. Vous pouvez donc dérouler la description avec voir la description ici. Et là, vous avez donc une description plus détaillée de l'appel à projet. Et de la même façon, vous avez d'abord en français et ensuite en anglais le détail de la consultation, enfin de la description de la consultation. Vous avez une petite indication du temps restant pour déposer. Donc, c'est important d'avoir en tête les deadlines. Et vous avez donc la date d'ouverture de la salle, la date limite de remise des candidatures, puisqu'on est sur la phase de candidature, et la date limite de dépôt des questions. Donc, on est sur un appel à projet restreint, comme ça a été présenté tout à l'heure. On est dans la phase 1, et donc on est sur la phase de candidature. Donc, vous avez un bouton répondre, mais vous avez surtout, avant de répondre, les pièces qui apparaissent en bas de l'écran. Donc, il faut cliquer sur l'onglet pièces et on affiche donc le règlement de l'appel à projet ici. Donc, il y a un bouton cliquable, hein. Au clic sur ce bouton, vous pouvez donc sans être connecté déjà commencer à prendre connaissance des informations.
Voilà, donc c'est un simple téléchargement de pièces, donc un zip que vous pouvez ensuite consulter sur sur votre poste, pardon, dans votre partie téléchargement si vous l'avez configuré ainsi. Vous pouvez visualiser aussi le dossier complet de consultation ici, et vous pouvez venir donc télécharger soit le dossier complet en cliquant sur télécharger, soit sélectionner plusieurs pièces qui vous intéressent et cliquer sur télécharger. Alors attention, certaines actions et cette action notamment demandent en principe d'être connectées. Mais Expertise France vous laisse la possibilité de les télécharger sans que vous connectez et donc sans avoir créé de compte. Mais il va falloir donner quelques informations dans ce cas-là. Donc si je clique sur télécharger, la pop-up s'ouvre en disant voilà, vous devriez vous identifier pour être tenu informé des modifications sur la consultation, puisque si vous n'êtes pas identifié, vous n'aurez pas les notifications des modifications éventuelles apportées au dossier de consultation ou les n'importe quelle notification envoyée par Expertise France. Est-ce que vous souhaitez vous identifier ou est-ce que vous souhaitez continuer et télécharger les pièces de manière entre guillemets anonyme, puisque vous allez quand même devoir donner quelques informations. Donc, si vous ne souhaitez pas vous identifier à ce stade-là pour conserver une confidentialité, vous cliquez sur non et vous devez indiquer quand même trois informations. Donc, le nom de votre entité, le nom du point de contact et le mail du point de contact. Donc, c'est une alternative à la création de compte, mais bien sûr, on vous invite à créer votre compte. Donc, avant de répondre et de voir les onglets questions-réponses et suivants, donc on va pouvoir créer un compte. Donc, pour cela, ça se passe dans le bloc en haut à droite, ici. Donc, vous avez, en cliquant sur le menu, vous avez donc le déroulant identifier un mot de passe. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont déjà créé leur compte. Vous avez donc aussi mot de passe oublié si vous avez oublié votre mot de passe, qui va permettre de générer un nouveau mot de passe. Le bouton se connecter et en bas, si vous êtes un nouvel utilisateur, vous avez donc l'onglet créer votre compte. Et c'est là où on va créer le compte pour l'organisme. Donc l'inscription se passe en deux étapes, c'est assez rapide. La première étape, on voit donc des champs à remplir. C'est un formulaire à remplir avec des champs qui sont obligatoires, sauf indication contraire. Donc vous avez par exemple le nom de l'organisme. Donc voilà. Vous avez un acronyme, on va dire organisation. Vous avez donc l'acronyme. L'acronyme, c'est facultatif, mais Expertise France vous invite quand même à le remplir puisque ça va être intéressant pour eux, pour leur organisation, pour mieux, on va dire, organiser les évaluations. Donc dans ce cas-là, un acronyme donc de votre organisme, l'adresse mail, donc l'adresse mail qui est relative à votre organisme. Voilà. Vous avez donc ensuite des informations légales. Donc les informations légales, le numéro d'identification nationale qui correspond au numéro de votre pays, donc qui est celui qui est propre à votre structure. Voilà. Donc sur ça, il ne va pas forcément y avoir de restrictions puisqu'il y a des numéros d'identification différents selon les pays. En France, on a un numéro de SIRET, mais dans d'autres pays, il va y avoir d'autres systèmes d'identification des organisations. Liste déroulante, statut de l'entité. Là, bon, je veux une liste qui propose quatre choix par défaut. Donc, association de la société civile, ONG, organisation non gouvernementale, organisation internationale ou entité publique. Et il y a un autre choix qui est autre. Là, dans ce cas-là, si vous ne rentrez pas dans ces quatre, on va dire, possibilités, choix, ben, dans ce cas-là, choisissez autre. Il faut une adresse officielle d'enregistrement, donc qui est liée à l'enregistrement et avec votre numéro d'identification. Une ville et un pays. Être pour aller plus vite vers le F. Moi, j'ai fait F pour aller plus vite vers la France, par exemple. Donc là, je vais passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est les identifications propres à votre identité. Donc là, ça va être, est-ce que, donc, on va dire monsieur, madame, nom, prénom, voilà, donc enchanté. Euh, voilà. Un email, encore une fois.
puisqu'il peut y avoir un email différent en fait pour la structure et pour le porteur de projet qui dépose. Mhm. Et là, c'est important, la dernière partie, les notifications électroniques. Donc, comme je vous ai indiqué, il y a en haut à droite un drapeau qui vous permet de naviguer sur la plateforme POPS, donc en anglais. Et il y a aussi une possibilité d'avoir les notifications électroniques en anglais. Et vous avez aussi la possibilité de les avoir en italien. Donc, on a trois choix pour les notifications reçues automatiquement. Il y a l'anglais, le français et l'italien. Voilà. Pour valider, vous devez saisir le CAPTCHA. C'est une sécurité pour les créations et pour les modifications de compte. Alors, une fois que vous validez, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà créé mon compte, je vais me connecter. Vous recevez un mail qui va récapituler donc les informations et qui va vous permettre de vous connecter et ensuite vous n'aurez plus besoin de revenir dessus. Alors, hop, je me connecte. Voilà, j'ai rempli l'identifiant et le mot de passe. Je clique sur se connecter et je suis connecté. Donc voici la, mes informations. Donc une fois que j'ai rempli toutes les informations, voilà, tout est enregistré. Une fois que je suis connecté, je vois en haut à droite que le bonhomme est passé en bleu avec une petite coche. Donc on voit que c'est que je suis connecté sur mon compte et j'ai accès à tous les menus à gauche de l'écran. Donc on pourra revenir dessus, mais on va quand même regarder donc quelques sous-menus intéressants. Mon espace, donc c'est mes consultations en cours ou mes consultations passées. Il va s'agir donc mes consultations en cours, c'est quand vous avez répondu à une consultation et qu'elle n'est pas terminée. Mes consultations passées, donc c'est des consultations dont la date limite a été atteinte. Vous pouvez aussi mettre en favori, ça on va le voir, et faire des recherches que vous pouvez enregistrer. Donc ça va pas forcément vous intéresser beaucoup. Ensuite, vous avez des consultations de test dans S'entraîner. Donc consultation de test, deux types de dépôts, donc classique et simplifié. On reviendra dessus aussi. Test donc pour les outils et pour les outils logiciels et de vérification. Donc on vous met à disposition des outils pour visionner, pour on va dire ouvrir les plis, pardon ouvrir par exemple un document qui vous a été envoyé par Expertise France. Et vous avez aussi des outils de vérification. Puis vous avez dans l'aide deux parties, donc documentation. Ça, on vous invite vraiment à y aller, donc aide documentation, puisque vous avez le manuel détaillé et le guide de réponse rapide. Donc vous avez ces deux manuels qu'il faut consulter avant de déposer. Au moins le guide rapide de réponse et les autres documents peuvent aussi vous être utiles si vous utilisez par exemple un Mac. Et puis vous avez donc en tuto une vidéo en 2 minutes à peu près qui va vous résumer euh, les étapes pour déposer rapidement sur la plateforme. Donc tout ça, vous pouvez le consulter en plus donc de la présentation ou alors partager cette partie-là à une autre personne de votre entité, par exemple si elle est amenée à déposer et qu'elle n'a pas pu participer à ce webinaire. Et en bas de l'écran, donc vous avez des liens classiques, mention légale, des cookies, la gestion des cookies et le service client. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez là-dessus si vous rencontrez des difficultés, soit vous cliquez sur aide, service client et ça vous ramène à cette page donc d'aide pour le dépôt. OK? Donc je reviens, comme je le disais, à la consultation donc, qui nous intéresse. Et pour revenir, je peux cliquer sur le logo, comme j'ai expliqué, en haut à gauche, qui est un retour à l'accueil. Puisque l'accueil se présente ainsi, donc sur une liste de consultations et un moteur de recherche à gauche. Donc vous avez la liste de consultations qui apparaît, il y en a 5 en cours, et donc vous pourrez trouver assez facilement celle qui vous intéresse. Normalement, vous n'aurez pas besoin de la recherche. Et celle qui vous intéresse, vous pouvez donc la mettre en favori en cliquant sur l'étoile ici. Donc c'est bien l'appel à projet restreint sur le renforcement du système de santé, avec la date limite, on voit ici. Et vous pouvez aussi la mettre en favori une fois que vous avez cliqué sur la fiche. Donc on revient sur la fiche, là où j'étais au début de la présentation. Et vous pouvez aussi ici en venir la mettre dans les favoris. Voilà. Ça vous permet, bon ben, pour simplifier un peu s'il y avait beaucoup de consultations sur la plateforme, ou alors vous pouvez avoir un accès direct. Vous avez l'URL en haut, vous pouvez sauvegarder aussi sur votre navigateur.
Voilà, donc ici, vous avez, maintenant que vous êtes connecté, vous avez un nouveau lien qui est consulter le guide en ligne, qui est en fait le guide rapide que vous retrouvez dans Aide. Donc quand vous cliquez dessus, hop, ça ouvre le guide de réponse rapide. Alors il est disponible également en anglais. Voilà, vous pouvez aussi l'avoir en anglais. Et donc vous avez cet onglet questions-réponses ici, qui va être votre moyen de d'accéder donc à à une discussion, à poser vos questions en fait à Expertise France. Donc il ne faut pas passer par des mails ou etc. Enfin, ce qui est recommandé en tout cas, c'est de passer par cet onglet questions-réponses, puisqu'il va tracer en fait l'ensemble des questions des porteurs de projets et les réponses apportées par Expertise France, donc en français et en anglais. Ici, donc on voit la liste des questions et des réponses qui ont été apportées par Expertise France. Voilà. Cette liste, déjà, vous pouvez la télécharger avant même de poser votre question, ou si vous n'avez pas de question à poser, vous pouvez télécharger toutes les réponses. Ici, vous avez un bouton tout en bas de l'écran, télécharger tout, et donc ça ouvre ici tout simplement en fait un fichier PDF qui va retracer donc toutes les questions-réponses. Comme ça, vous pouvez conserver dans votre dossier en fait ou sur votre PC toutes ces informations qui vont peut-être vous être utiles pour votre réponse. Voilà, si vous souhaitez poser une question, eh bien, vous avez un gros bouton qui apparaît à droite là, qui est le bouton donc pour poser votre question. Il ouvre cette petite interface donc de questions. Je souhaite poser une question. Saisissez votre question. Vous avez euh, quelques recommandations, donc ne pas donner d'informations personnelles si possible. Vous pouvez écrire ici, bonjour, je souhaiterais savoir, etc., etc. Et vous pouvez déposer une pièce jointe, donc soit en cliquant directement sur ce bouton, soit sur l'encadré, soit en venant chercher votre pièce, donc dans votre dossier par exemple, et en faisant un glisser-déposer vers cet encadré. Puis vous cliquez sur envoyer. Votre question sera en attente. Donc on voit ici un exemple de question en attente. Il y a une question en attente. Et tant que donc vous n'aurez pas de publication par Expertise France, donc il peut s'agir il peut y avoir une raison, par exemple un traitement à faire sur votre question, vous aurez donc la réponse qui apparaîtra dans la liste une fois que donc cette question aura été traitée. Ensuite, vous avez à droite un onglet messagerie qui pourra être utilisé plutôt dans la seconde phase donc dans la phase de 2 de l'appel à projet restreint. Normalement, dans la partie candidature, vous n'aurez pas besoin d'accéder à cette messagerie, qui est un espace d'échange sécurisé en dehors des consultations. Donc, une fois que vous êtes prêt, que vous avez votre dossier, on va dire, complété sur votre poste de travail, vous pouvez cliquer sur répondre. Et là, vous avez une première alerte. Attention, il y a une liste de documents. Ça a été évoqué donc dans les slides de tout à l'heure. Une liste de documents à remettre obligatoirement et potentiellement un format attendu. Ça peut aussi être une obligation. OK. Et là, donc sur cette page, on voit la liste des documents attendus. Donc là, pour l'exemple, il n'y en a que deux qui sont demandés. Et vous avez aussi une information en haut. L'ajout de documents supplémentaires est autorisé. Donc ça veut dire que vous avez deux éléments qui sont affichés sur l'écran, qui sont obligatoires pour la candidature, mais vous pouvez en remettre d'autres. Il est possible d'en remettre d'autres. Ces deux éléments sont obligatoires. On voit dans la colonne remise obligatoire. Et par contre, le format est libre. Quand il y a écrit format tous ou all, ça veut dire que n'importe quel format donc de fichier, PDF, Word, etc., sont acceptés. Ça ne veut pas dire que, par exemple, pour une lettre d'intention, je ne pense pas que le format Excel soit le plus adapté. Ensuite, en bas de l'écran, vous avez la confirmation de votre identité. Avant de répondre, vous pouvez quand même avoir un dernier check que vous êtes bien sur le bon compte, puisqu'il y a un compte par utilisateur. Et vous cliquez sur confirmer pour afficher donc l'interface de dépôt. Donc l'interface de dépôt, la voici. Il y a un, on va dire un tableau de réponse, un tableau de réponse. Ici, les dossiers qui peuvent apparaître. On est dans un appel à projet restreint, donc il n'y a qu'un dossier, c'est le dossier de candidature à remettre. Ensuite, la liste des fichiers ici qui apparaît donc sur l'écran.
et vous avez à droite des boutons pour en fait avoir des actions sur les documents que vous avez ajoutés. Donc il y a deux choses à faire, enfin qui sont possibles à faire ici, c'est de venir ajouter les documents qui sont demandés, c'est-à-dire la lettre d'intention et le formulaire administratif, et puis ajouter éventuellement d'autres documents complémentaires. Donc on commence par le fait d'ajouter les documents qui sont demandés, et pour ça, eh bien en fait vous avez ici un bouton chargé, donc vous cliquez dessus lorsque vous voulez ajouter la lettre d'intention, par exemple. Et là, sur votre dossier, vous avez votre dossier qui apparaît à l'écran. Vous allez chercher donc le dossier ici qui est donc voilà, celui-là, candidature, et vous choisissez le document correspondant. Ici, c'est la lettre d'intention. Donc, je vais associer en fait mon document au document qui est demandé par Expertise France. On a vu la jauge s'est remplie très vite parce que le document est léger, hein. On voit le poids qui apparaît. Et il y a une coche verte qui indique que le document a bien été ajouté. OK? Donc, comme on disait, il peut y avoir une liste qui est plus longue de documents attendus, hein. Lorsque les documents ne sont pas tous ajoutés, il va y avoir une alerte. Par exemple, là, je fais déposer. Je vais cliquer sur déposer alors que je n'ai ajouté qu'un document. Voilà. Veuillez ajouter les documents attendus. OK? Et là, on voit le document qui manque apparaît en rouge. Donc, on a bien en fait l'obligation d'ajouter les documents attendus, les associer donc avec nos documents. Donc, nos documents, voilà, formulaire administratif. Pareil, il y a donc une jauge. Alors, il y a peut-être un petit délai, voilà, parce que on est en présentation, ça ralentit un petit peu, mais c'est très rapide, hein. Voilà, ça a été très rapide. La jauge s'est remplie tout de suite. Les deux documents sont bien ajoutés. Maintenant, vous pouvez ajouter des documents supplémentaires, correspondant par exemple à ce qui est demandé dans le règlement. Et pour cela, bien, vous allez tout simplement venir dans votre dossier et sélectionner le ou les documents qui vous intéressent. Là, par exemple, j'en sélectionne deux et vais venir faire un glisser-déposer. Hop, vers l'encadré. Donc l'encadré ici qui dit vous pouvez déposer vos fichiers ici. Voilà. Donc les documents sont ajoutés les uns après les autres. Et vous pouvez en ajouter d'autres, alors soit en revenant ici, soit en cliquant sur ajouter. Donc vous avez plusieurs actions possibles. Et vous pouvez donc les ajouter un par un avec le bouton ajouter. Voilà, lecture du fichier en cours. Et c'est bon. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr que vous avez ajouté le bon document, par exemple pour l'association, vous pouvez cliquer sur un document et cliquer ici sur visualiser. Ça va vous ouvrir le document ou le télécharger d'ailleurs, puisque sur les PDF, ça va faire les deux. Et donc, vous avez la possibilité de vérifier que c'est le bon document. Voilà, c'est un document fictif hein, que j'ai mis. Mais vous allez ainsi pouvoir vous assurer avant le dépôt que le dossier correspond bien à ce que vous vouliez ajouter. Vous avez également un bouton supprimer dans le cas où vous auriez ajouté un mauvais document. Donc, une fois que tout est prêt, tout est OK, vous pouvez cliquer sur déposer. Alors, je vais pas le faire parce que je vais peut-être pas. Alors, Yasmina, je pense que je vais pas, puisque je suis sur le- je suis sur quelque chose qui a été créé, donc je ne sais pas si je peux déposer. Mais lorsque vous allez Ah, tu peux, déposer, t'inquiète pas, ah, je Patrick, peux, vas-y. d'accord. Oui, oui, Ah, vas-y, super. comme ça tu donneras un vrai exemple. Ok, aucun Merci. problème. J'étais pas sûr. Non, non, Alors, je vas-y. dépose. Mais oui, effectivement, on peut préciser peut-être aux spectateurs dans la salle que du coup, là, c'est vraiment l'exemple de l'appel à projet sur lequel vous allez soumettre. Donc, c'est vraiment intéressant. Comme ça, vous voyez toutes les pièces qui nous sont demandées et comment Patrick soumet. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est très rapide, hein. Le dépôt est très rapide. Pour ceux qui avaient assisté au webinaire donc de la dernière fois, c'était beaucoup plus lent puisqu'on avait un dépôt c'est ce qu'on appelle le dépôt classique, c'est-à-dire un dépôt avec une application qui n'est plus nécessaire aujourd'hui, donc une application Java. Et là, vous avez un dépôt simplifié, très rapide. Donc, c'est cette information ici indique que c'est un dépôt simplifié. Normalement, vous aurez tout le temps des dépôts simplifiés. Et ça vous permet de déposer très rapidement, sans télécharger de middleware, enfin sans télécharger quoi que ce soit supplémentaire. Et comme vous voyez, donc le pli a bien été déposé. Vous avez cette information qui apparaît à l'écran. Vous recevez un mail vous indiquant aussi les informations de votre dépôt et les pièces, etc. Et là, vous avez la synthèse de dépôt. C'est important ici. Vous devez télécharger cette synthèse pour donc venir avoir une information de preuve en fait sur ce document.
qui vient donc compléter votre dépôt. Donc vous avez donc le résumé de la consultation, la référence, votre pli. Donc il y a une identification aussi, un identifiant propre à votre pli, l'heure de dépôt et le statut. Donc ça c'est un titre indicatif. Votre pli a été reçu dans les délais, puisque ça dépend bien sûr, ça dépend pas de nous. Notre eurodatage, nous par contre certifie ça. Et puis, vous avez les fichiers déposés, c'est important, avec une empreinte pour chaque fichier. Donc ça, ce sont des preuves qui vont venir en fait appuyer votre dépôt. Cette empreinte de fichier donc vous assure l'authenticité et donc oui, bah, l'authenticité, on peut dire, de chaque fichier. Il n'y a pas eu donc de problème pendant le dépôt. Voilà, donc une fois qu'on a déposé, on retrouve, je disais, dans mon espace, mes consultations en cours. Voilà, si tout se passe bien, je l'ai bien ici. J'ai ma consultation, je peux revenir dessus. Une fois que la date limite aura été atteinte, donc là c'est fixé dans l'exemple au 21 janvier, je pense que ça sera la même chose, ça a été dit, il me semble, pour la consultation réelle. Une fois qu'elle est terminée, elle sera dans mes consultations passées. Voilà. Donc là, j'avais déjà fait pour un autre test. Les favoris, comme je disais, ça peut être aussi un moyen de retrouver des consultations qui ont été enregistrées par le passé, voilà, de revenir dessus. Je pense que j'ai terminé, Yasmina. Ok, Patrick, j'en profite pendant que tu es encore sur Pops. Il y a une Oui. question d'une personne concernant les comptes. Alors, sa question, c'est concernant Pops. Devons-nous créer un compte pour chaque proposition soumise ou un compte par porteur principal pour lequel nous déposons toutes les propositions? Donc là, on est dans le cas d'un porteur qui veut soumettre deux propositions, par exemple, sur l'appel la RSS et un autre appel PV. Est-ce que il doit créer un compte, donc avec peut-être des contacts différents, pour soumettre deux fois sur RSS? Tout en évitant du coup que ce soit peut-être vu comme un doublon. Pour une même consultation, hein. Pour la Pour la même, même donc là, pour consultation. cet appel-là, Oui, pour cet appel oui, RSS. oui, oui, oui. Si vous répondez à une même consultation avec il faut deux comptes différents. Sinon, en fait, il va y avoir un risque de doublon, effectivement. Donc, ça va D'accord. être pour des consultations différentes. Bien sûr, c'est le même compte, hein. Pour une seule consultation, il vaut mieux avoir deux comptes séparés s'il y a un intérêt à déposer deux fois. Moi, je suis pas dans le technique, donc je ne sais pas s'il y a vraiment, mais apparemment oui. Donc dans ce cas-là, effectivement, il faut deux comptes différents avec peut-être deux adresses contacts différentes pour déposer sur la même consultation. Effectivement, bien veiller quand même dans le compte créé sur Pops. Peut-être il va y avoir deux contacts et deux adresses mail différentes, mais bien veiller notamment à rédiger de la même manière le nom de l'organisation aussi. Si je donne, je sais pas, l'exemple d'une organisation ou d'un ministère de la Santé, par exemple, eh bien, il faut le rédiger de la même manière pour que nous aussi, on puisse bien comprendre qu'il s'agit de la même entité qui dépose deux fois dans le même appel. C'est le numéro aussi, donc je suis d'accord, hein, je vais juste préciser. Le numéro donc qui est indiqué ici d'identification nationale. Ce numéro va permettre de lier donc les Mhm. comptes créés par des identités différentes. Donc des personnes différentes peuvent créer des comptes pour une même entité. Et lorsque le numéro d'identification correspond, il va être donc ce compte va être rattaché à celui qui a été déjà créé. Alors, Patrick, une question bête, qu'est-ce qu'on fait dans le cadre d'un ministère qui n'a pas de numéro d'identification nationale? C'est vraiment une question pour moi, ça? Euh, d'accord. Ben, je pense que dans ce cas-là, il va falloir innover, peut-être Non, mais je mettre veux dire, il est un. possible quand même de créer un compte sans numéro d'identification nationale ou de mettre Non. donc de mettre 00 par Oui, exemple. voilà, c'est Voilà. c'est quelque chose comme ça parce que je ne vois pas comment on peut créer Oui, oui, un bien sûr. compte sans ce Mais donc, numéro ce qui est qui est obligatoire. demandé, qui permet de lier en fait les comptes et qui permet aussi de séparer les candidatures. C'est-à-dire que si on a des candidatures en fait avec un même numéro d'identification nationale, on va considérer effectivement que c'est la même entité. Hmm. Après, il y aura possibilité de dédoublonner. Par contre, si on dit que c'est la même entité mais avec un numéro d'identification nationale différent, ben là, ça va être du travail en plus pour Expertise France, puisqu'il il va falloir rechercher.
Comment savoir si c'est vraiment la même entité, etc. Mais c'est pour Euh, ça que du coup, c'est la preuve. C'est la preuve. j'insistais bien sur le fait peut-être enfin, si votre organisation est une organisation publique qui n'a pas de numéro d'identification nationale, parce que voilà, c'est un ministère par exemple, merci de se coordonner par exemple avec vos collègues qui pourraient donc soumettre aussi un projet au nom du même ministère pour que lorsque vous allez créer ce compte, vous mettiez les mêmes informations, au sens où vous allez les écrire de la même manière, le nom de l'organisme, tapez exactement de la même manière le ministère de la Santé publique, etc. Et même si l'email, donc le contact est différent, l'acronyme pourrait être le même, et donc dans le statut, l'adresse officielle d'enregistrement, pareil. Enfin vraiment, pour nous aider aussi, nous, à pouvoir bien vous reconnaître, en fait. Ok, merci beaucoup Patrick. Bah écoute, en tout cas dans le Ah, chat, merci. j'ai pas vu d'autres questions sur Pops. Alors ce que je vous propose peut-être, c'est que on puisse alors ouvrir les questions-réponses. Alors malheureusement, on peut pas vous donner la parole parce qu'on est quand même 140 personnes connectées au même webinaire. En revanche, ce que je vous propose, c'est que je vous lise, ou du moins je vais vous reprendre un petit peu les grandes questions auxquelles on a répondu. Là, on a répondu à 44 questions, il en reste 14. Mais en fait, on peut peut-être on peut faire des groupes de questions. Alors, Patrick, si ça te dérange pas, je vais partager mon écran. Comme ça, je vais vous montrer. Bien sûr. Voilà. Alors ici, vous voyez notamment, ce sont toutes les questions qu'on a pu recevoir. Alors, vous avez été nombreux à nous interroger sur l'appel à projet Héros, notamment sur Yasmina, les. Oui? excuse-moi de te couper. Oui. Je vois pas on voit pas ton écran avec toutes les questions. Ah, vous voyez pas? Ah, zut. Non. Bah, écoutez, c'est pas grave, on va pas s'embêter. Simplement, voilà, je disais, vous êtes nombreux, vous avez été nombreux à nous interroger sur l'appel à projet résistance. Vous nous demandiez si par résistance, ça signifiait la résistance aux tous les antibiotiques, enfin d'une manière générale, la résistance aux médicaments, ou est-ce que c'était obligatoire la résistance aux antibiotiques et médicaments liés à la lutte contre le VIH, TB et paludisme. Ma réponse a été plus générale. Je vous ai dit que, en fait, c'est la résistance aux antibiotiques, mais in fine, c'est la recherche opérationnelle sur les résistances qui pourrait permettre de lutter contre les trois pandémies. Je vous invite quand même à regarder dans le règlement pour l'appel à projet Héros. Il y a plusieurs pages qui vous décrivent en fait la situation, le contexte, qu'est-ce que l'initiative cherche à résoudre par cet appel à projet Héros en recherche opérationnelle. Et dedans, vous y trouverez sûrement beaucoup plus de réponses sur cet appel. Après, il y a eu beaucoup de questions à nouveau sur l'éligibilité. Vous avez été nombreux à me demander. Je suis une organisation dont son siège, son conseil d'administration est dans un pays qui n'est pas éligible, pas dans un des 38 pays, mais nous avons un statut particulier d'organisation internationale, enfin d'ONG internationale, donc avec un statut, une possibilité d'opérer, mais au-delà, hein, c'est pas juste une présence dans le pays, mais nous avons un statut donc d'organisation de ONG internationale dans le pays. Est-ce que je suis éligible? Ma réponse est systématiquement la même. Vous devez avoir votre conseil d'administration, votre organe décisionnel dans le pays. Donc, si votre statut particulier vous donne peut-être plus d'autorisation et notamment vous êtes fiscalement dépendant de ce pays, mais si votre organe de décision, celui qui fait votre stratégie, celui qui détermine vos RH, celui qui détermine votre position dans le pays, n'est pas légalement présent dans le pays, alors vous n'êtes pas éligible. Ensuite, vous avez posé plusieurs questions sur est-ce qu'une entreprise privée, donc une organisation à but lucratif, pourrait être porteur principal. Il n'y a rien qui empêche cela dans le règlement. En revanche, il est possible donc que le comité d'évaluation
enfin, prendra bien sûr en compte la pertinence du montage partenarial et du projet soumis par donc cette organisation à but lucratif. Mais dans la mesure où si votre objectif répond, enfin si votre raison d'être répond aux objectifs de l'appel à projet, que votre projet, le projet visé, répond aux objectifs de l'appel à projet, et à nouveau, il n'y a pas de critères sur le fait d'être à but lucratif ou non lucratif. Alors ensuite, il y avait aussi il y a une question sur le financement. Est-ce que le financement par le Fonds mondial est considéré comme un cofinancement en nature? Il y a de nombreuses organisations qui sont effectivement sous subvention par le Fonds mondial. Alors, sur le fonds, oui. Il est possible donc qu'un financement par le Fonds mondial soit considéré comme un cofinancement. En revanche, sachez quand même que les subventions de l'initiative sont supposées être en complémentarité avec l'action du Fonds mondial. Donc, il ne s'agit pas de financer peut-être la même chose que ce pourquoi vous avez obtenu déjà le financement du Fonds mondial. Donc, il faudra effectivement être très vigilant à la manière dont vous présentez peut-être ce cofinancement en nature et pourquoi est-ce que donc vous utilisez ce financement du Fonds mondial pour financer autre chose. Euh, Ah oui, et à nouveau, la question hein, du fait d'avoir des partenaires. Alors là, on n'est plus sur le porteur principal, on est sur les partenaires. On insiste bien, il est possible d'avoir des partenaires qui ne sont pas enregistrés dans l'un des 38 pays éligibles. Donc là, par exemple, j'ai le cas d'un partenaire qui serait enregistré aux Pays-Bas, une organisation donc néerlandaise. Il est possible de présenter un projet avec ce partenaire néerlandais, mais à la limite, que ce partenaire néerlandais reçoive pas plus que 15% du montant de la délégation, enfin pardon, ne reçoivent pas plus de 15% de délégation budgétaire sur le coût total de la subvention octroyée. Et s'il y a plusieurs partenaires qui sont hors des 38 pays éligibles, tous ces partenaires devront se partager ces 15% autorisés. Il y a aussi la question de si donc le coût maximum demandé à Expertise France ne peut pas être plus de 3,5 millions d'euros, mais qu'est-ce que vous faites si, par exemple, votre projet coûte 7 millions? Eh bien, il est possible de présenter enfin, de demander une subvention pour un enfin, pour un projet qui coûtera au final 7 millions. Sachez simplement effectivement que la subvention ne peut pas, elle, être supérieure à 3,5 millions. Et dans le cas aussi où vous êtes une organisation qui devra obligatoirement fournir un cofinancement, eh bien, ce ne sera pas 3,5 millions que vous devrez demander, enfin, vous ne pouvez pas demander 100% des 3,5 millions à l'initiative, vous ne pourrez demander que 90% au maximum de ces 3,5 millions. Euh, Bon, voilà, il y a vraiment énormément de questions hein, sur le conseil d'administration qui doit être présent dans le pays, enfin, dans l'un des 38 pays éligibles. Là, il y a une question très spécifique sur est-ce que une équipe de management, enfin une direction un peu senior qui du coup aurait la capacité quand même de prendre des décisions locales suffit? Non, il faut vraiment que ce soit donc un conseil d'administration. En fait, il ne faut pas que ce soit une équipe qui ait effectivement suffisamment d'autonomie pour mettre en œuvre les projets qu'on lui confie. Il faut que ce soit un conseil à nouveau qui soit enregistré, quelque chose qui soit officiel pour le pays dans lequel vous êtes enregistré, quelque chose qui peut être prouvé par exemple par des comptes rendus d'assemblée générale, par vos statuts. Et il faut en fait que ce conseil décide pas uniquement sur les projets mis en œuvre, mais que ce conseil décide de la structure même, de l'existence même de cette organisation dans le pays. Donc ça va au-delà en fait de la mise en œuvre de projets. C'est pour ça que on insiste sur le conseil d'administration. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'on ne souhaite pas que ce conseil d'administration se situe hors des 38 pays éligibles. Parce que si c'est hors dans un autre pays éligible,
et que ce soit ce conseil-là qui décide euh, et qui puisse avoir lui seul le choix, enfin du moins le pouvoir de décider pour le projet qui sera mis en œuvre dans l'un des 38 pays éligibles, c'est un peu contraire à la philosophie un peu de l'initiative. Vous avez aussi demandé s'il était possible de répondre à plusieurs, enfin, par exemple, si vous soumettez dans l'appel à projet PV, est-ce qu'il est possible, malgré tout, de prendre en compte eh bien, le renforcement des systèmes de santé? Oui, il est possible aussi, dans un projet renforcement des systèmes de santé, eh bien, que le renforcement des systèmes de santé vise aussi en priorité une population clé, par exemple. Sachez uniquement que c'est quand même bien important pour nous que vous fassiez quand même la distinction entre les deux, que vos objectifs soient quand même très clairs, parce que les grilles d'évaluation, comment est-ce que les évaluateurs ensuite vont évaluer votre projet, va quand même dépendre un petit peu de ça. Et donc nous aurons besoin de savoir si c'est quand même un projet RSS enfin s'il y a une majorité RSS ou s'il y a une majorité PV. C'est surtout ça qu'il faudrait que vous ayez en tête, la majorité. Voilà. Agnès, est-ce que tu peux juste me dire combien de temps il nous reste? Alors, là, il est 11h16. Donc il nous reste quoi, un quart d'heure? Oui, c'est ça, 10-15 D'accord, ok. minutes maximum. Ok. Euh, Oui, alors vous m'aviez demandé, est-ce que la définition de personnes vulnérables à la tuberculose inclut les personnels de santé comme le fait la décision de l'OMS? On vous invite à regarder le règlement des personnes vulnérables, enfin parce que dans le règlement de l'appel à projet PV, on liste les personnes vulnérables qui sont ciblées. Et donc, en fait, vous pouvez regarder un petit peu plus en détail ce règlement. Après, si vous visez spécifiquement les personnes vulnérables à la TB, et donc si vous voulez inclure les personnels de santé, si ça rentre enfin, si vous lisez le règlement et que vous estimez que ça rentre dans l'objectif de l'appel à projet, vous pouvez nous soumettre votre lettre d'intention pour qu'on puisse lire le contenu. Euh, alors oui, est-ce que votre projet peut cibler les trois maladies? Vous n'êtes pas obligé de choisir. Au contraire, on trouve que les projets qui ont une action globale sur les trois pandémies sont très intéressants et au contraire, c'est peut-être même ce que l'initiative cherche à faire. Vous n'êtes pas obligé donc de choisir juste une ou deux ou trois. Vraiment, tout dépend de l'objectif visé par votre projet. Euh, alors, où est-ce que vous pouvez postuler? Bon, eh bien, Patrick l'a répondu sur Pops, il vous a montré. Vous pouvez retrouver les liens en fait enfin, vous pouvez aller sur le site de l'initiative. Vous pouvez aller donc sur la page les financements de l'initiative et dedans vous allez avoir la liste de nos 5 appels à projets sur lesquels vous allez pouvoir cliquer et puis ensuite vous arriverez directement sur Pops et là vous pouvez faire comme Patrick vous a montré. Donc, vous pouvez postuler sur Pops et je précise, les candidatures ne se font exclusivement sur Pops. Vous ne pouvez pas envoyer votre candidature par mail ou alors à la dernière minute nous envoyer votre dossier par mail ou sur le site de l'initiative via l'adresse contact. Ce n'est pas pris en compte, donc il faut vraiment avoir fait au préalable l'enregistrement sur Pops. Prenez effectivement peut-être de l'avance. Patrick vous a montré, il y a aussi alors corrige-moi, pardon Patrick si j'ai peut-être pas entendu cette partie. Est-ce que tu as montré qu'il était possible de s'entraîner sur Pops? Oui, oui, il y a un menu donc à gauche qui permet de s'entraîner. Et puis il y a aussi la vidéo tuto dans Aide hein, qui est aussi très rapide du coup puisqu'elle dure 2 minutes et en 2 minutes on sait comment déposer. Voilà. Et puis, à nouveau, là, ce webinaire, il sera en replay sur le site internet. Donc, vous pourrez re-regarder comment est-ce que Patrick a fait, sachant que là, il a vraiment pris l'exemple de l'appel à projet, enfin, qui est ouvert en ce moment. Donc, vous avez vu la liste de toutes les pièces qui sont demandées. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner, n'hésitez pas à soumettre des fausses propositions, entre guillemets, sur la partie s'entraîner.
soumettez pas des fausses propositions sur l'appel à projet en cours, parce que là, pour le coup, nous, on pensera que ça sera votre proposition. Mais voilà, il est possible de vous entraîner. Euh, voilà, alors oui, il y a aussi une question sur les organisations à base communautaire. Est-ce que vous pouvez postuler à l'appel à projet? Oui, vous pouvez. Vraiment, dans le règlement, vous verrez, à part les critères que je vous ai évoqués sur le fait d'être enregistré depuis au moins 3 ans dans l'un des trois pays, 38 pays éligibles, pardon, d'avoir des charges, enfin de pouvoir avoir des capacités de gestion suffisantes pour gérer le projet comme porteur de projet et pas comme partenaire. Si vous remplissez tous ces critères-là, critères financiers et administratifs, légaux, peu importe en fait que vous soyez une organisation à base communautaire, que vous soyez une organisation publique, que vous soyez une organisation à but lucratif, vous pouvez postuler à l'appel à projet dans la mesure où, à nouveau, voilà, vous répondez bien à l'objectif de l'appel à projet et que votre projet, enfin les objectifs visés par le projet répondent aux objectifs de l'initiative. Euh, hum, hum. Alors oui, alors si j'ai pas bien compris, pardon, il y a une question sur comment est-ce que un porteur principal donc là si je comprends bien, c'est comment le porteur principal a des charges supérieures à 5 millions d'euros et donc il doit cofinancer. Bah en fait, bon, sans forcément avoir vraiment compris la question, mais donc voilà, si c'est important, je peux revenir sur la question du cofinancement. Le cofinancement, à nouveau, vous pouvez aller regarder dans le règlement. Il y a toute une partie sur le cofinancement et plein d'exemples sur comment est-ce que vous pouvez cofinancer. Qu'est-ce qui, pour nous, fait partie d'un cofinancement, donc à la fois en nature ou en espèces. Vous pouvez aller regarder comment valoriser des choses que vous pourriez apporter au projet. Et il faut que ça représente donc 10% du montant demandé à l'initiative. Mais en fait, il est quand même, enfin, surtout ce qui est important de retenir, c'est que si dans votre rapport financier annuel 2023, le montant annuel de vos dépenses, donc de vos charges, est supérieur à 5 millions d'euros, vous devez obligatoirement soumettre un cofinancement. Et donc, à partir de là, vous, mathématiquement, vous allez devoir commencer à calculer le montant que vous demandez à Expertise France. Si vous le ramenez si vous cherchez la moyenne annuelle, enfin le coût moyen annuel du projet, calculez pour savoir est-ce que ça représente quand même 70% ou pas de vos charges. Et à partir de là, vous verrez comment est-ce que enfin combien est-ce que vous devez apporter en cofinancement, comment est-ce que vous pouvez faire donc ce calcul, etc. Ok. Oui, je viens d'avoir encore une question sur un partenaire en Suisse, donc hors pays éligible. À nouveau, oui, il est possible d'avoir un partenaire hors 38 pays éligibles, dans la mesure où, quand même, il y aura cette limitation de la délégation budgétaire qui sera au maximum de 15% de la subvention octroyée par Expertise France. Euh, hmm. Est-ce que nous avons déjà mis en relation des organisations pour répondre à un appel, donc au sens où est-ce que nous avons aidé à monter des consortiums? Non, Expertise France enfin, l'initiative ne fait pas cela. On vous invite à vous rapprocher peut-être d'organisations que vous connaissez qui ont peut-être déjà été financées par l'initiative. Nous vous invitons aussi à vous rapprocher de du CCM dans le pays, enfin voilà le représentant aussi du Fonds mondial dans le pays de mise en œuvre. On vous conseille peut-être aussi de vous rapprocher de l'ambassade de France dans le pays où vous souhaitez mettre en œuvre le pays. Et peut-être aussi de commencer un peu à démarcher peut-être des structures avec lesquelles vous n'avez pas encore travaillé, mais vous pourriez peut-être avoir cet intérêt. Mais non, nous ne faisons pas de mise en réseau et nous n'aidons pas à la constitution de consortiums. Sachez également simplement que si en phase 1, vous n'avez pas donc les lettres d'engagement au sens où les partenaires n'ont pas signé un corps de lettres disant qu'ils allaient être partenaires avec vous sur ce projet,
projet, ça sera obligatoire en phase 2. Donc pour l'instant, si vous les avez pas, ce n'est pas grave. Sachez également qu'il arrive souvent que des partenaires qui étaient présentés en phase 1 ne soient peut-être plus là dans la liste des partenaires du consortium en phase 2. Peut-être que le consortium évolue aussi en phase 2. Donc ça, c'est normal, hein, c'est les négociations entre partenaires, donc c'est tout à fait possible pour nous, hein. On considère quand même que voilà, c'est pas un motif d'exclusion si la liste des partenaires proposés a changé. En revanche, attention quand même, parce que nous, quand on sélectionne une lettre d'intention, on la sélectionne aussi quand même sur la base d'un montage partenarial qui nous paraît intéressant. Et donc, si ce montage partenarial qui était pertinent et intéressant en phase 1 n'est plus là en phase 2 et que vous nous la changez complètement et que ça change complètement de nature, eh bien, ça sera peut-être aussi quand même un motif de non-sélection de votre projet complet en phase 2. Euh, Alors, comment un pays éligible pour le financement peut donner une proposition conjointe avec un partenaire qui n'est pas enregistré? Pardon, je n'ai pas compris cette question. Peut-être, j'imagine peut-être que votre question est liée euh, comment est-ce qu'un partenaire oh, pardon. Non, pardon, vraiment, je comprends pas cette question. Peut-être vraiment juste pour rappel hein, de ce qu'on avait dit sur les bases, c'est vraiment juste un porteur principal, lui, obligatoirement, il doit être enregistré légalement avec donc son conseil d'administration dans l'un des 38 pays éligibles, plus la France. Il doit partir ou pas, ça dépend à nouveau de la configuration, où est-ce qu'il veut mettre en œuvre le projet, ça dépend si lui, il est dans le pays de mise en œuvre, etc. Mais il doit partir avec un ou plusieurs partenaires. Ces partenaires-là peuvent ne pas être enregistrés dans le pays de mise en œuvre, mais il y aura donc cette limitation de 15% de la subvention demandée à EF si ce partenaire n'est pas enregistré dans l'un des 38 pays éligibles. Ensuite, il y a une question sur les comptes d'audit, audit account. Est-ce que c'est nécessaire pour l'application? Nous, ce qu'on demande, c'est un rapport d'audit, hein, le rapport d'audit. Après, je ne sais pas ce que vous entendiez par audit account, mais nous, voilà, c'est vraiment le rapport d'audit, le rapport sur l'organisation et pas, par exemple, sur un projet spécifique. Alors, vous avez un numéro d'enregistrement à la préfecture en tant qu'organisation à base communautaire et un numéro d'identification unique. Lequel devez-vous utiliser? Euh, En fait, nous, ce qu'on demande, c'est la preuve d'enregistrement, au-delà du numéro d'enregistrement. Nous, ce qu'on demande, c'est un document qui va prouver que vous êtes donc légalement enregistré dans le pays, que pardon. Le document va nous donner votre adresse, l'adresse du siège. On va pouvoir confronter cette preuve d'enregistrement avec vos statuts. Ça doit être les mêmes informations. Donc, je ne sais pas entre les deux documents que vous évoquez, madame, lequel vous devez utiliser. Mais en tout cas, sachez que c'est pas juste une question de numéro, c'est une question de preuve d'enregistrement pour nous. Euh, alors non, monsieur, vous me posez une question sur le fait, est-ce qu'une organisation qui est légalement enregistrée uniquement depuis 2 ans est éligible? Non, c'est au minimum 3 ans à la date de publication de l'appel à projet, donc le 20 novembre 2024. Donc c'est 3 ans d'existence légale. 2 ans, ce n'est pas suffisant. Pour l'ensemble Oui, effectivement, monsieur, la question du budget maximum de 15%, c'est bien ça, c'est pour l'ensemble des partenaires qui sont hors des pays éligibles. Donc, que vous en ayez un ou que vous en ayez 6, ça sera maximum 15% entre eux. Et donc, bien, oui, c'est bien ça. Donc, c'est 85% pour le porteur principal et peut-être les partenaires qui sont enregistrés, eux, dans l'un des 38 pays éligibles. Et ça sera 15% pour tous ceux qui sont hors pays éligibles. C'est bien ça. Ok.
Eh ben, alors pardon, mais il est 11h29 et comme en fait on n'a peut-être pas envie de répondre trop rapidement à certaines questions parce qu'il en reste encore 31, ce qu'on vous propose, c'est peut-être qu'on arrête là pour aujourd'hui cet échange de questions-réponses. Sachez en tout cas que les 31 questions qui sont en suspens, elles trouveront une réponse et on publiera donc tout ça plus les 44 questions auxquelles on a déjà répondu. On va donc les soumettre, on va les mettre sur le site internet de l'initiative. Vous aurez aussi accès au replay, donc il sera disponible, on va dire à partir peut-être de soit à la fin de cette semaine ou peut-être au plus tard le début de semaine prochaine sur notre site internet. Comme disait Agnès tout à l'heure en introduction, il y aura une deuxième session le 7 janvier. Donc à nouveau, si il y a d'autres questions qui surgissent entre-temps, si parce que du coup le 7 janvier, on sera pas très loin ensuite de la date de soumission de vos projets. Si d'ici là vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez revenir à la deuxième session. Vous pouvez aussi peut-être d'autres organisations qui auront pas participé, mais peut-être si vous voulez peut-être justement partir en partenariat avec eux, eh ben, ils peuvent aussi se joindre à la deuxième session du 7 janvier. Et pour d'autres organisations, peut-être parmi vous, qui seraient intéressées par les deux nouveaux appels à projets que nous avons créés, mais dédiés exclusivement aux suites de projets cette fois, il y aura un webinaire demain. Donc demain à 10h, hors de Paris, sur la même configuration sur Zoom. Voilà. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas, si vous voulez pas attendre le mois de janvier, si vous avez des questions. Comme disait Patrick, il y a la partie questions-réponses hein, sur la plateforme POPS. N'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions. En général, on y répond assez vite. Donc voilà. Donc en tout cas, je suis très heureuse d'avoir pu répondre à plusieurs questions aujourd'hui. Et puis, ben, écoutez, on vous souhaite bonne chance pour la rédaction de vos projets. Merci beaucoup. Au revoir.